Et donc nous allons maintenant donner la parole à Eugénie Terrier, qui est géographe social chargée de la recherche au centre de recherche Ascoria, et donc représentante du groupe de recherche Paraccess des ARA. Donc nous vous écoutons pour cette conférence et il y aura donc un temps de quelques minutes de questions-réponses également en ligne ou en présentiel. Donc on vous écoute. Merci. Alors moi, en effet, c'est Eugénie Terrier, mais aujourd'hui, c'est pas je fais la conférence en mon nom, je fais vraiment la conférence au nom de tout un groupe de recherche. Ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années que j'anime des groupes de recherche collaboratifs, des groupes de recherche action. Voilà, on va pas rentrer dans le détail de ce qu'est la recherche action ou la recherche collaborative. En effet, aux dernières assises, il y a 2 ans, une décision avait été prise, c'est de pouvoir, parmi toutes les démarches qui étaient lancées à travers les assises, de soutenir aussi, de développer, de mettre en place une recherche-action, en parallèle de ces assises, en soutien aux assises, en écho aux assises. Et donc, progressivement, avec les acteurs et les partenaires déjà impliqués autour de l'organisation des assises, des nouvelles personnes ont rejoint, on va dire, ces partenaires, dont moi, en tant que géographe social qui n'est pas spécialiste du handicap à la base, mais qui est par exemple spécialiste de la question de la mobilité ou des questions des inégalités d'accès. Et puis d'autres chercheuses aussi de l'EHESP nous ont rejoints. Donc aujourd'hui, si on veut bien afficher le diaporama et la deuxième diapositive, aujourd'hui nous sommes un groupe avec des acteurs différents, et c'est tout l'intérêt de ce groupe de recherche qui mixe des professionnels du secteur médico-social, des personnes en situation de handicap et des chercheurs, en l'occurrence des chercheuses. Et l'idée, c'est que ensemble, progressivement, là ça fait maintenant 2 années que ce groupe se met en place et on travaille ensemble pour préciser une question de recherche, parce que l'accessibilité ou la mise en accessibilité, c'est une thématique, mais quand on veut faire de la recherche, eh bien, la première étape, c'est de pouvoir resserrer un sujet, de préciser une problématique. Donc progressivement, sur la deuxième slide, on présente un peu déjà la première question de recherche. Ce n'est pas encore la problématique, mais on s'est mis d'accord pour étudier de manière plus précise et d'approfondir la connaissance sur ce sujet, sur les conditions d'accès aux droits et aux services pour les personnes en situation de handicap. En d'autres termes, que vivent les personnes en situation de handicap quand elles veulent demander de l'aide, qu'elle soit financière, qu'elle soit humaine. La slide d'après et encore d'après. Alors quand je dis droits et services, qu'est-ce que ça signifie ? Pour l'instant, on garde tous les types de droits ou de services dans l'idée de demande d'aide. Donc ça peut être des demandes financières comme l'allocation adulte handicapé, ça peut être le RSA, ça peut être d'autres types d'aides et différents types d'institutions, différents types de services administratifs qu'on voit en photo un petit peu là sur la diapositive. Par exemple la CAF, la Caisse d'allocation familiale, assurance maladie, etc. Pour l'instant, on est resté un petit peu large dans les différents droits, les différents services, dans l'idée que cette recherche, qui est collaborative, vous l'avez compris, on fait la recherche ensemble, on précise le sujet ensemble, mais on monte la méthodologie de recherche aussi ensemble. Mais dans notre méthodologie, on a mis en place une étape exploratoire où on souhaite préciser la problématique, prioriser le sujet avec les personnes concernées. Et donc, je vais vous en reparler tout à l'heure de cette étape exploratoire. Mais en tous les cas, on va resserrer, étape après étape, le sujet. Alors peut-être qu'on s'intéressera à un type de droit, peut-être qu'on s'intéressera à un type d'incapacité, par exemple, par rapport au handicap invisible, qui sont peut-être moins pris en considération, etc. Voilà. La diapositive d'après, s'il vous plaît. Alors pourquoi ce sujet ? Bon, je peux aller rapidement parce que franchement, là, depuis tout à l'heure, on a redit, les lois existent, mais il reste encore des choses à faire en termes de mise en accessibilité. Tout à l'heure, on en parlait avec Madame Guéry, elle en parlait sur les différentes préconisations liées à la charte de la Convention nationale d'exemplarité des services publics pour mettre en accessibilité, que ce soit l'accessibilité numérique ou l'accessibilité physique. Aujourd'hui, selon le dernier rapport du Défenseur des droits, seulement 40% des démarches administratives sont accessibles pour les personnes en situation de handicap. Alors, la slide d'après, pour pouvoir vous montrer, oui, en effet, voilà, l'idée, c'est pas de dire ça ne va pas,
et où on ne fait rien. Par exemple, il existe déjà des guides pour les services publics, à destination des professionnels des services publics, pour les sensibiliser aux différents types de handicap, pour donner des conseils en termes de posture à adopter pour mieux accueillir les personnes avec des besoins particuliers, etc. Mais l'idée, c'est d'aller voir maintenant les expériences vécues. Toutes ces initiatives, toutes ces lois, finalement, sur le terrain, qu'est-ce qui se passe pour les personnes? Donc, sur la slide d'après, c'est de vous dire aussi que la question, en termes de recherche, elle est intéressante parce que c'est bien plus large que le sujet de l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. L'accès aux services, c'est une question universelle. Il y a déjà des travaux, beaucoup de travaux de recherche qui sont menés sur ces questions d'accès aux droits, d'accès aux services. Peut-être vous connaissez l'ODENOR, qui est l'Observatoire du non-recours créé par Philippe Varin à Grenoble, ou plus localement le Lab Accès à Rennes, donc tout un réseau d'institutions qui travaillent avec des chercheurs, dont un de mes collègues, François Sorin, sur la question de l'accès aux droits et des difficultés d'accès aux droits. Par exemple, aujourd'hui, là je parle de toute la population, on considère que le taux de non-recours au RSA, au revenu de solidarité active, est de 34%. Ça veut dire que 34% des personnes qui sont éligibles, qui pourraient demander ce droit, cette prestation, ne le font pas. Donc les recherches existantes s'intéressent aux causes, par exemple, de son non-recours. Ça peut être le manque d'information, ça peut être le manque de compréhension, par exemple, des formulaires ou des documents. Autre cause, je ne les nomme pas toutes, la crainte de la stigmatisation. On parlait tout à l'heure de la question de la dévalorisation sociale de certains groupes sociaux. Donc il y a des travaux, par exemple, de Madame Béra, intéressants sur ce non-recours à la AH, à l'allocation adulte handicapé, parce que de peur d'être associé au mot handicap en demandant cette aide. Alors, ce qu'il faut avoir aussi en tête quand on étudie la question de l'accès aux droits et de l'accès aux services, c'est que le contexte évolue. On parle d'environnement depuis tout à l'heure, et en effet, du point de vue de l'environnement, eh bien, déjà, il y a la dématérialisation des démarches administratives qui peut poser souci pour plusieurs d'entre nous, et aussi, en termes de contexte, la réorganisation géographique des services, avec des guichets qui ferment dans les milieux ruraux, et donc qui va venir réinterroger, impacter la question de l'accès aux services, l'accès aux droits dans ces territoires. Alors pourquoi parcours d'accès? Avec le groupe de recherche, on trouvait cette notion intéressante parce qu'elle nous permet de nous intéresser aux différentes étapes que les personnes doivent franchir ou qu'elles ne parviennent pas à franchir pour accéder à un droit, à une prestation, à une aide. Donc ces différentes étapes, j'en ai mis quelques-unes sur la diapositive. C'est pas exhaustif, mais ça peut démarrer déjà de pouvoir identifier son besoin, sa difficulté, prendre des informations auprès de qui, où. Ensuite, ça peut être de se repérer dans l'offre de services, de se déplacer jusqu'au lieu du guichet pour certaines démarches. Il y a des démarches en ligne, les prises de contact, communiquer avec les agents d'accueil, c'est-à-dire savoir formuler son besoin ou sa difficulté, jusqu'à potentiellement obtenir cette aide ou ce droit. Pour la suite des diapositives, voilà. C'était d'expliquer quelle est un petit peu l'originalité aussi de notre approche, sans doute parce qu'il y a des géographes, mais pas que. En fait, dans les 3 chercheuses, il y a une sociologue et 2 géographes. C'est de pouvoir resituer ces parcours d'accès aux services et aux droits dans les espaces de vie. Alors les espaces de vie, les espaces géographiques, physiques, mais aussi l'espace social. Hein. Je parle beaucoup du géographique aujourd'hui, c'est ma déformation de géographe, mais on s'intéresse aussi beaucoup. On va s'intéresser aux ressources sociales des personnes qui vont faire que ça va faciliter ou pas, en l'absence d'aide, l'accès aux droits. Sachant que d'un point de vue géographique, l'accessibilité des services est souvent calculée par les institutions ou aussi par les scientifiques, par la question de la distance-temps, la distance au service. Est-ce qu'un territoire est assez maillé? Est-ce qu'il y a suffisamment de services sur un territoire, etc. Or, on sait que l'accessibilité, c'est pas qu'une question de distance, hein, et que d'ailleurs la distance c'est une notion subjective et que selon nos trajectoires, on ne va pas avoir la même appréhension d'aller jusqu'à tel lieu entre individus. Donc ce qui est intéressant, et c'est inspiré aussi des travaux en géographie sociale ou encore en géographie de la santé, c'est de s'intéresser aux espaces aussi, ce qu'on appelle perçus ou vécus par les personnes, c'est-à-dire leur représentation sur les lieux. Il y a des lieux qui nous attirent plus ou moins, qui nous font plus ou moins peur.
les lieux ou les institutions qui sont connotées aussi, les administrations, certaines sont connotées peut-être plus négativement que d'autres, donc en termes de représentation, voilà, socio-spatiale, et en termes aussi on va regarder l'espace vécu, c'est-à-dire les pratiques des lieux, des personnes qui sont différentes d'une personne à une autre. Là aussi, dans notre approche, on va regarder les effets des environnements sur les démarches. Donc ça rejoint aussi les travaux de Patrick Fougeray-Relas sur la question du processus de production de handicap. Donc au final, en tant que géographe et aussi les spécialistes là, du handicap, on est vraiment intéressé par les mêmes choses, c'est les effets de l'environnement dans le fait de faciliter ou pas les démarches des personnes. Pour la slide d'après, quand on s'intéresse à la question de l'accès aux services, on regarde aussi la question des ressources que les personnes doivent mobiliser pour accéder à ces droits ou ces services. Donc, et ce qui dit, si on doit qui dit mobiliser des ressources, dit inégalité sociale, dans le sens qu'on n'est pas tous égaux en termes de ressources. Alors déjà, avant de parler d'inégalité, on peut parler de différence. Dans les parcours d'accès, les travaux ont montré que, par exemple, les personnes les plus en situation de précarité, c'était elles qui se déplaçaient le plus vers les guichets, qui avaient besoin de se déplacer jusqu'au guichet. Soit parce que leur situation est complexe, avec un cumul de difficultés, ce qui fait que ça ne rentre pas dans les cases des formulaires Internet, ou parce qu'on a une difficulté, par exemple, avec la langue française, je pense aux exilés particulièrement. Alors, des inégalités socio-spatiales d'accès aux services, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, c'est en lien avec le fait qu'on n'est pas tous égaux en termes de mobilité. Éric Le Breton étudie beaucoup ça, ces inégalités sociales en termes de capacité de mobilité. Donc on n'a pas tous les capacités. Déjà en termes de ressources économiques, depuis tout à l'heure on parle des effets des environnements un peu physiques, on va dire, géographiques. Est-ce qu'ils sont capacitants? Est-ce qu'ils sont handicapants? Mais on pourrait aussi parler de la question des inégalités sociales et des environnements sociaux. Et par exemple, pour pouvoir être mobile, il faut pouvoir s'acheter une voiture, il faut pouvoir financer le carburant. Enfin, c'est aussi ces ressources-là pour être mobile. Mais il y a d'autres types de ressources. Par exemple, Éric Le Breton parle des ressources liées à la maîtrise des objets de la mobilité. Savoir aller acheter un ticket, au guichet pour le métro, savoir, voilà, ce genre d'apprentissage de la mobilité. Tout à l'heure, j'étais intéressée par rapport à la personne d'Andister, là, sur cette idée qu'on emmène les personnes en collectif pour appréhender et faire l'apprentissage des nouveaux itinéraires. Enfin, voilà. Et puis les inégalités socio-spatiales, quand on parle d'accès aux services, eh bien, c'est aussi la question des territoires. On en a parlé, et il y a des inégalités spatiales. Là, j'ai mis la question de l'éloignement au service. Ça crée des inégalités. Il y a une nécessité de se déplacer qui est plus forte, par exemple, en milieu rural qu'en milieu urbain, surtout si les guichets se retrouvent à fermer et qu'il faut aller jusqu'au centre urbain pour y aller. Mais aussi, on l'a vu, en termes de politique publique, selon les territoires et selon les communes, eh bien, les décisions et les politiques vont être différentes pour essayer de rendre accessibles les lieux sur ces communes. Sur l'autre slide, donc vous l'avez compris, ce groupe de recherche, donc on est au début, la prochaine fois, j'espère être encore là, mais cette fois avec des membres du groupe pour présenter les résultats. Mais notre objectif, c'est de mieux comprendre les expériences vécues des personnes dans ces parcours d'accès aux droits, dans leur démarche administrative, et de regarder leur représentation, les ressources sur lesquelles elles peuvent s'appuyer pour accéder à ces droits, à ces services, les obstacles, etc. Et donc, dans l'idée, eh bien, voilà, de soutenir aussi les décideurs, les décideuses, de sensibiliser les professionnels, peut-être sur des choses qui n'ont pas encore été complètement, on va dire, mis en visibilité. Voilà, c'est la recherche. L'idée, c'est de pouvoir à la fois mettre en visibilité peut-être des réalités qu'on connaît moins. Je ne sais pas, par exemple, l'accès aux services pour les personnes en situation de handicap en milieu rural. Je ne sais pas si on précise vers ça. Et de pouvoir donc les soutenir dans les prises de décision et les politiques à venir. Donc pour la méthodologie, donc la slide d'après, donc on a obtenu un financement, donc on travaille depuis 2 ans aussi parce que pour faire de la recherche, eh bien, il nous faut trouver de l'argent. Donc on a obtenu là pour l'instant un financement de la région Bretagne qui s'appelle Société Sciences et Sociétés, donc qui finance ce type de recherche, de co-recherche collaborative.
Et puis, on a 2 groupes de travail. Il y a le comité de pilotage vraiment qui soutient la dynamique, par exemple, pour faire la recherche de financement. Et vraiment le groupe de recherche, donc les personnes du groupe de recherche sont d'ailleurs présentes ici, pour réfléchir ensemble à chaque étape, par exemple, de la méthodologie. Et je trouve ça vraiment intéressant, particulièrement pour ce sujet sur la question du handicap et de l'accessibilité. C'est qu'ensemble aussi, et ça c'est nouveau pour moi, on réfléchit à la mise en accessibilité de la recherche même. Comment expliquer, présenter notre recherche pour donner envie et inviter les personnes en situation de handicap, quelles qu'elles soient, par rapport à leurs besoins ou leur incapacité, à venir, par exemple, pour les entretiens collectifs. Donc c'est la slide d'après, notre méthodologie, là, pour en tout cas les 2 ans. Le financement, là, depuis début janvier. Et là, on a commencé l'étape exploratoire, où on veut rencontrer et réunir des groupes de personnes en situation de handicap sur différents territoires, donc, situés en Bretagne et en Normandie, avec le soutien de tous les acteurs là, que j'ai nommés qui étaient sur la slide au début. Donc de faire des entretiens collectifs pour déjà cerner et prioriser éventuellement une question plus précise dans la thématique qu'on a commencé à définir. Et puis, quand on aura fait cette étape exploratoire, donc l'année prochaine, c'est de pouvoir mener des entretiens individuels, là, vraiment au plus proche des expériences vécues des personnes en situation de handicap, on aura fait un échantillonnage, quel type de lieu, quel type de handicap, quel type de service. Et peut-être on ferait des parcours commentés, c'est-à-dire les chercheurs, les chercheuses accompagneraient les personnes en situation de handicap dans leur démarche, que ça soit de naviguer sur Internet ou de se déplacer dans l'espace physique géographique pour accéder à des lieux. À moyen terme, si on obtient d'autres financements, on souhaiterait éventuellement aussi réaliser un web documentaire pour rendre la recherche un peu plus incarnée par rapport aux résultats et aux réalités qu'on a pu mettre en avant. Voilà. Et dernier point, c'est un peu la conclusion. Voilà, cette particularité de cette recherche, parce que moi, parmi mes collègues, par exemple dans mon laboratoire de géographie à Rennes 2, parce que je suis aussi associée à un laboratoire, c'est très peu interrogé cette question de l'accessibilité en termes de vulgarisation, mais là on essaie d'aller plus loin. C'est par exemple on a rédigé une fiche de présentation de la recherche en facile à lire et à comprendre pour pouvoir présenter la recherche, ou encore pendant les réunions, donc les outils grâce à Vincent sont mis en place pour rendre les réunions accessibles, les séances d'échange, et voilà, et pour formuler les questions pendant les entretiens collectifs. Et donc voilà, la dernière diapositive, c'était pour vous donner un peu aussi de concret. Le premier entretien collectif aura lieu le 26 juin à Saint-Brieuc, et c'est le genre de questions qu'on souhaite poser, et on va l'expérimenter, on verra si notre protocole là, fonctionne, si je puis dire, mais ça va être autour déjà de demander où la personne habite. On va partir du lieu de vie. D'ailleurs, les personnes qu'on va réunir par groupe, on souhaite qu'elles soient issues du même lieu de vie. Et voilà, de pouvoir faire un panorama des services administratifs, des aides que les personnes connaissent ou pratiquent, et de faire s'exprimer les personnes sur les obstacles, les ressources, les propositions. Donc ça, c'est pour la première étape des entretiens collectifs. Voilà, donc si mes collaborateurs, collaboratrices veulent préciser quelque chose, n'hésitez pas. J'ai peut-être oublié de dire des choses très importantes, et puis je réponds aux questions.